bonsoir. Ce soir, je vais traiter le sujet annoncé, c'est-à-dire l'Europe face au duopole sino-américain et les conséquences sur la construction européenne et l'avenir de l'Ouest européen dans lequel la France évolue. Alors, on ne prend pas toujours conscience de l'ampleur du choc qui est à l'œuvre entre les États-Unis et la Chine. Ces deux géants représentent actuellement plus de 40% du PIB. Et si on se place en 2022, c'est-à-dire au moment où il y aura la vraie reprise après la crise que nous connaissons actuellement, ces deux géants vont représenter en 2022 42% du PIB planétaire en valeur de marché, 60% des dépenses militaires. Ensemble, ils accueillent sur leur territoire 80% des licornes, c'est-à-dire ces entreprises, ces startups qui ont une valorisation de marché supérieure à 1 milliard de dollars, et 100% des grandes plateformes mondiales. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, on connaît les GAFAM américains, il y a les BATHX chinois. Donc, pour organiser mon propos, pour présenter le combat entre ces deux géants, je vais d'abord évoquer le choc géostratégique et ensuite je parlerai de la troisième révolution industrielle. Et il se trouve que ces deux acteurs sont des acteurs décisifs dans un travail géostratégique qui a été fait à l'université d'Harvard en 2016-2017. Et ce travail a conduit à identifier tous les moments dans l'histoire récente des 5 derniers siècles de combat pour la domination mondiale. En effet, les États-Unis sont la première puissance mondiale depuis 1945 et la Chine veut redevenir la première puissance mondiale. On sait grâce aux travaux d'Angus Maddison au début des années 2000 que la Chine et l'Inde représentaient entre deux plus de la moitié de la population et du PIB de la planète avant les deux révolutions industrielles. Pour placer d'ailleurs le choc entre ces deux géants, je fais une petite digression historique. Donc, grâce à ces travaux d'Angus Maddison, travaux qui ont conduit à essayer de reconstituer le PIB de la planète depuis l'an zéro, on peut faire une extension d'ailleurs de ces travaux allant au XIIIe siècle avant notre ère. Alors pourquoi le XIIIe siècle avant notre ère? C'est le siècle au cours duquel se sont coagulés les premiers grands savoirs accumulés par l'humanité dans les 7 millénaires qui ont précédé. Vous savez que nous sommes les enfants entre guillemets, de la déglaciation massive qui est intervenue il y a 12 000 ans, 10 000 ans avant notre ère. Si on se replace 12 000 ans en arrière, la moitié de la France est sous la calotte glaciaire. Et donc, suite à cette déglaciation, on a un essor extraordinaire de l'activité humaine autour du bassin méditerranéen. Et on a le démarrage des premières grandes civilisations dans le bassin mésopotamien. Et ensuite, on a donc le monde grec, le monde romain, et puis ensuite, après les grandes découvertes et la Renaissance, les révolutions industrielles. Donc nous avons une histoire qui est assez bien connue sur 33 siècles. On peut faire une extension des travaux d'Angus Maddison sur donc, les 13 siècles qui précèdent notre ère. Et sur ces 33 siècles, ce travail extraordinaire révèle que sur les 31 premiers siècles des 33 siècles dont nous parlons, c'est-à-dire entre moins 1300 et plus 2000, sur ces 33 siècles, il y a eu 31 siècles de stagnation économique et de stagnation de l'espérance de vie. Donc, pour faire simple, alors pour être extrêmement précis, le niveau de vie a doublé entre l'an 0 et 1800.
Mais évidemment, ça donne un taux de croissance imperceptible pour un doublement sur 18 siècles. Et surtout, au cours de ces 18 siècles, il y a eu des moments de chute incroyables du niveau de vie. Il y a eu des guerres, il y a eu l'effondrement de l'Empire romain, puis il y a eu le Moyen-Âge. Donc, c'était quasiment imperceptible. Et donc, ce n'est pas faux pour se souvenir de ce travail qui a été fait par les équipes d'Angus Madison. C'est plusieurs dizaines d'économistes et d'historiens qui ont travaillé pendant plus de 3 ans sous l'égide de l'OCDE. Donc. Et on peut dire que le niveau de vie était le même sous Louis XVI que sous Jules César, que sous Nabuchodonosor et que sous Moïse au XIIe, XIIIe siècle avant notre ère. Alors, ce n'est pas du tout intuitif, c'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui participent au Printemps de l'économie. Ce n'est pas du tout évident. Pourquoi? Parce qu'au cours des 31 premiers siècles de cette période, c'est-à-dire entre moins 1300 et plus 1800, on a eu des révolutions intellectuelles phénoménales. Donc, ce que j'appelle le premier nœud de coagulation des savoirs humains au XIIIe siècle. C'est d'ailleurs très intéressant pour les étudiants, puisque c'est au cours de ce siècle que se conceptualisent définitivement 3 grands concepts qui sont toujours des concepts dominants de la pensée d'aujourd'hui. Le concept de Dieu unique, qui est en fait une invention de l'infini, sous-jacent à l'invention du Dieu unique, c'est en fait une conception de l'infini. Le deuxième concept, c'est celui d'État séparé du pouvoir, c'est-à-dire qu'il existe un État indépendant du pouvoir. Aujourd'hui, on dirait qu'il existe un État indépendant du gouvernement. Les fonctionnaires obéissent au gouvernement, mais quand les gouvernements changent, il y a toujours l'État. Et puis, le troisième concept, c'est celui de proto-monnaie. Bien. Donc, premier temps de conceptualisation. Deuxième temps de conceptualisation au 5e siècle avant notre ère avec les Grecs. En un siècle, quelques centaines de chercheurs savants, on dirait des enseignants-chercheurs aujourd'hui, si ce n'est qu'ils n'étaient pas... enfin, certains étaient financés par l'État, mais la plupart étaient, donc en l'occurrence, les cités grecques, mais sinon, ils avaient des sponsors, comme on dirait aujourd'hui. Et en quelques décennies, dans ce moment grec, on invente la science au sens moderne, les mathématiques, la philosophie, la démocratie. C'est le premier concept de liberté qui n'est pas tout à fait le nôtre, puisque le concept de liberté que nous partageons aujourd'hui, il s'est développé avec la philosophie politique libérale des 17e, 18e, Hobbes, Locke, Montesquieu. Mais donc, c'est un moment d'intelligence absolue. Ensuite, on a l'Empire romain, qui est un autre moment absolument incroyable, où il développe le premier réseau Internet, qui sont les voies romaines. Le deuxième réseau Internet, c'est les voies de chemin de fer au 19e. Et le troisième réseau Internet, c'est celui que nous connaissons. Donc, les Romains développent les voies romaines pour déplacer les légions, pour maintenir leur empire, mais c'est ce qui permet le développement du commerce. Ils inventent le droit, les bases du droit moderne. Voilà. Tous ces événements n'ont aucun impact sur le niveau de vie et l'espérance de vie. Donc, c'est pas du tout banal, c'est pas du tout quelque chose qui semble évident. Cette déconnexion entre des progrès scientifiques, techniques, intellectuels, conceptuels, phénoménaux et l'absence de progrès économique. Et ensuite, après ces 31 siècles, donc entre moins de 1300 et plus 1800, on a 2 révolutions industrielles, celle de la vapeur et celle de l'électricité. Je ne vais pas développer. Et à partir des années 1980, on a la 3e révolution industrielle qui est en cours, c'est celle de l'informatique, avec les sous-produits de révolution numérique sur lesquels je reviendrai. Et quand on regarde ces 33 siècles, donc, et notamment dans ce travail de l'université d'Harvard qui démarre au premier conflit connu aujourd'hui grâce à Thucydide, qui est le conflit pour la domination du monde grec entre Sparte et Athènes. Quand on regarde ce conflit, donc c'est le premier conflit totalement relaté qui conduit, comme on le sait, à la victoire de Sparte sur Athènes.
Et partant de cet exemple, ce premier moment où on a une relation historique de ce qui s'est passé, donc les équipes de l'université d'Harvard ont analysé les 16 conflits pour la domination mondiale qui ont eu lieu cette fois depuis le XVe siècle. Donc ils n'ont pas travaillé sur les 25 siècles depuis les Grecs, mais ils ont travaillé sur les 5 derniers siècles. Et ces conflits, au cours des 5 derniers siècles, ces conflits, 16 conflits, ont conduit 12 fois à une guerre et 4 fois un des 2 combattants a reconnu la victoire de l'autre. Donc nous sommes dans le 17e conflit, cette fois, entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale, pour l'affirmation d'une des 2 puissances. Alors, déjà un mot sur ce point, je vais être très direct. Moi, je suis politiquement centriste, personnellement gentil garçon, mais là, je fais des analyses où j'essaye d'être le plus lucide possible. Un conflit pour la puissance, c'est quelque chose qu'on ne comprend même plus en Europe. L'Europe, de ce point de vue, est quasiment sortie de l'histoire. Nous nous contentons de rechercher la prospérité, c'est pas mal en soi, mais nous avons été pendant des siècles et des siècles dans des conflits de puissance. Mais le traité de Rome de 57, après le traité de la CECA, avait pour objectif de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de guerre en Europe. Et c'est quelque chose qui est mal compris, que j'ai développé dans un livre précédent qui s'appelait « Osons l'Europe des nations », pour repenser l'avenir de l'Europe. Non pas que je sois contre la construction européenne actuelle, mais justement, je pense qu'il manque un instrument de puissance en Europe, puisque la construction européenne a conduit à essentiellement bâtir ce qu'on appelle le marché unique. Il faut absolument le conserver. C'est une excellente chose. On va avoir une expérience extraordinaire dans les années qui viennent avec le Royaume-Uni, puisqu'on va voir ce qui se passe quand on quitte le marché unique. Donc, de mon point de vue, il faut rester dans le marché unique, il faut le consolider, il faut que l'Europe enfin se dote d'une politique commerciale avec réciprocité. Vous savez que c'est un problème majeur, puisque les Chinois et les Américains font ce qu'ils veulent ici, mais on ne fait pas ce que nous voulons en Chine et aux États-Unis. Donc, c'est un vrai problème dans un contexte de durcissement du conflit pour la domination du monde. Nous avons également une politique de la concurrence, mais qui est à trop courte vue, qui souvent juge des questions de concurrence à l'intérieur de la France ou à l'intérieur de l'Allemagne, ce qui n'a pas de sens. L'échelle normale, c'est le marché unique, et même pour certains sujets, c'est le monde. Donc il y a des transformations qui sont impérativement nécessaires, sur lesquelles on ratiocine depuis 10 ans dans le concert européen, mais il faut absolument qu'on résolve ces sujets pour consolider le marché unique. Mais à côté de ce marché unique, qui est en fait, depuis le traité de Rome, construit sur un seul principe, qui est le principe de la concurrence. Et donc, ce principe de la concurrence, il était au départ imaginé dans un contexte qui ensuite est formalisé au niveau européen dans les années 80-90, un concept de partage de souveraineté au plan mondial, c'est-à-dire, pour faire image et pour parler directement, un monde de oui-oui. Vous savez, le petit personnage que les enfants adorent. Donc, dans ce monde de oui-oui, on va vers un partage de souveraineté au plan mondial. Il n'y a plus jamais de guerre, tout le monde est gentil. Et donc, l'Europe devient un endroit de prospérité. Tout le monde le souhaite, sauf que si l'Europe est plongée dans un monde où vous avez 2 géants qui se battent pour la domination mondiale, eh bien, si nous sommes le monde de oui-oui et les autres, c'est le monde de puissance-puissance, eh bien, il y a un moment, ils vont venir se battre chez nous. Et c'est nous qui serons l'enjeu de leur combat, parce que, justement, le marché unique est encore une source de PIB très importante. L'Europe, c'est encore presque un quart du PIB mondial. Donc, c'est un énorme enjeu pour la domination entre la Chine et les États-Unis. Donc, première série de réflexions. Nous sommes, nous, Européens,
dans un monde de gentils garçons et gentilles filles, mais qui est plongé dans un conflit mondial pour la domination, comme on en a connu 16 au cours des 5 derniers siècles. Et nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, 12 conflits sur 16. Et dans ce 17e épisode du conflit pour la domination du monde, on a 2 acteurs qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc ils font plus de 40% du PIB mondial en valeur de marché, mais ils font, en 2022, ils représenteront 60% des dépenses militaires mondiales. Alors, on peut être gentiment naïf, mais enfin, quand 2 acteurs qui représentent 40% du PIB mondial dépensent plus de 60% de la dépense militaire mondiale, on se rend bien compte que c'est pas pour aller planter des arbres au coin des avenues. Donc on a deux géants qui se préparent de toute évidence à un conflit extrêmement dur, et c'est quelque chose qui doit être pris en compte en Europe. Mais se rajoute à quelque chose de nouveau dans ce conflit, c'est que quand on regarde les 16 conflits analysés par Harvard, il y a, par exemple, la deuxième révolution industrielle de l'électricité joue un rôle, certes, dans les conflits qui ont lieu à ce moment-là. Mais ici, nous sommes dans un contexte nouveau par rapport aux 5 derniers siècles, voire aux 25 derniers siècles. C'est que le conflit pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis se double d'un conflit pour la domination du monde numérique. Alors, quelques mots sur ce monde numérique. Nous sommes donc dans une révolution qui est absolument majeure, cette révolution du numérique. En fait, à la base de cette révolution, on a une transformation qui est liée à la science et à la technologie de l'informatique. Et c'est cette science et cette technologie de l'informatique qui sont au cœur de cette 3e révolution industrielle, comme l'électricité était au cœur de la 2e révolution industrielle. Alors là aussi, puisqu'il y a certainement beaucoup de professeurs aussi qui écoutent, il faut qu'on soit très conscient, je travaille sur ce sujet parce que c'est quelque chose d'important, tous les mots que je suis en train d'utiliser sont piégés. Je parle de révolution industrielle. Jusqu'il y a 30 ans, c'était des mots avec des connotations très positives auxquelles on associait le progrès social, le progrès du niveau de vie, le progrès de l'espérance de vie. Au cours des 20 dernières années, particulièrement en France, le mot industrie a pris une connotation négative. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que au cœur de cette révolution industrielle dans l'informatique, c'est peut-être un mot plus neutre que l'industrie, mais c'est un mot un peu désuet. Et les gens ne savent pas que la science informatique est une science majeure aujourd'hui, qu'elle a un prix Nobel qui est le prix Turing, et que nous avons une science qui est au cœur de la transformation actuelle. Ce que les gens ne mesurent pas non plus, c'est que dans le système économique et social qui est le nôtre aujourd'hui, tout fonctionne avec l'informatique. Si aujourd'hui les systèmes informatiques s'arrêtent, il n'y a plus rien. D'abord, ma conférence s'arrête instantanément. Et puis, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de banque, il n'y a plus de logistique, il n'y a même plus d'approvisionnement d'eau, il n'y a plus rien dans les magasins. Donc, tout fonctionne avec l'informatique aujourd'hui. Donc, nous sommes, de ce point de vue, dans un moment de transformation lié à cette science et à cette technologie de l'informatique qui est servie par les progrès extraordinaires sur les microprocesseurs. Et les grands systèmes informatiques fonctionnent notamment avec des grands systèmes opérationnels, des grands langages comme Windows, qui fait fonctionner les ordinateurs. Or, là, sur ce point, vous n'avez aucun grand langage informatique mondial qui est issu de l'Europe, alors même que nous avons des ingénieurs et des savants dans l'informatique de premier plan qui souvent travaillent pour les GAFAM américains à développer cette science de l'informatique. Nous ne produisons également pas de microprocesseurs et
on vient de s'apercevoir dans la crise du Covid qu'on ne produisait même plus nos médicaments, qu'on ne produisait même plus les masques en cas de crise. Voilà, donc il y a un angélisme européen qui devient mortel aujourd'hui, à tous les sens du terme. Parce que si demain, dans le cadre d'un conflit entre la Chine et les États-Unis, nous n'avons plus d'approvisionnement de nos bases pour fabriquer les médicaments, vous savez que 60% des bases des médicaments en Europe sont fabriquées en Chine et en Inde, dans le cadre d'un aveuglement général européen, puisque tout était conduit sur la base du principe de concurrence. Hein, si vous lisez le traité de Rome, la colonne vertébrale du traité de Rome, c'est le principe de concurrence. Donc le résultat du principe de concurrence qui ne se pense pas dans un contexte général de souveraineté et qui ne se pense pas en lien avec un conflit de puissance entre les acteurs géants de la planète, ça conduit à ce qu'on a observé, c'est-à-dire perte de souveraineté totale dans la pharmacie, perte de souveraineté totale dans les microprocesseurs. Voilà. Et demain, on se prépare à faire un basculement vers le véhicule électrique, totale dépendance sur les batteries venant de Chine. Donc, il n'y a aucune réflexion stratégique au niveau européen. Et dans le contexte qui s'alourdit de conflit entre la Chine et les États-Unis, ça devient un sujet vital. Ce n'est pas seulement un sujet pour spécialistes, c'est un sujet absolument clé. Alors, cette révolution de l'informatique, alors, depuis une trentaine d'années, on a recommencé à étudier massivement les deux premières révolutions industrielles pour comprendre la troisième révolution industrielle. Il y a à peu près 150 chercheurs, savants au plan mondial, notamment dans les universités anglo-saxonnes, qui réfléchissent aux questions de révolution industrielle. La première et la deuxième, on s'est aperçu, en faisant ce travail, il y a toujours des conflits d'interprétation, mais globalement, progressivement, s'est établie l'idée qu'il y a eu trois révolutions industrielles, toutes les trois dans les années 80 de leur siècle. Donc 1780 pour la vapeur, 1880 pour l'électricité, 1980 pour l'informatique, comme je l'ai déjà dit. Mais pour l'instant, on n'a pas d'explication de cette régularité. Par rapport, autre sujet que je ne vais pas développer, mais qui est tout à fait passionnant et qui passionne ces chercheurs, c'est pourquoi apparaît la première révolution industrielle après 31 siècles de stagnation du niveau de vie et de l'espérance de vie. Donc ça, c'est un sujet majeur. Il y a beaucoup de grands chercheurs, historiens, économistes, notamment dans les grandes universités anglaises, américaines, qui travaillent sur qu'est-ce qui a bien pu conduire au déclenchement de cette révolution industrielle. Parce que, si vous voulez, on parle de la vapeur, c'est une grande innovation, mais il y a eu de très très grandes innovations dans les 31 siècles qui ont précédé les 2 siècles de révolution industrielle. Et ça n'enclenche pas ce qui est au cœur d'une révolution industrielle, c'est-à-dire la progression régulière de la productivité. Quand il y a des grandes innovations dans les 31 siècles qui précèdent les 2 derniers, il y a des progrès de productivité une fois pour toutes, et ensuite on revient à la stagnation. Donc, ce phénomène de croissance auto-entretenue de la productivité, c'est quelque chose qui est miraculeux, qui n'est pas encore complètement compris. Et vous savez que depuis une dizaine d'années, on a eu un assez fort affaiblissement de la croissance de la productivité du travail. Et donc, il y a une grande interrogation sur le fait qu'on pourrait retourner à la grande stagnation séculaire qu'on a connue pendant 31 siècles. Sauf que quand on était dans cette période de 31 siècles, la population mondiale, c'était 230 millions au moment de Jésus-Christ, c'était 500 millions au moment de la Renaissance, sauf que maintenant, on est 8 milliards. Donc, pour parler très directement, comment on fait bouffer 8 milliards de personnes s'il n'y a plus de croissance, plus de progrès de productivité? Donc, il faut inventer un modèle de croissance durable, mais c'est donc une mutation totale qui est devant nous. Pas seulement une transformation liée à la troisième révolution industrielle, mais c'est une mutation totale qui est liée à cet affaiblissement de la productivité.
Alors néanmoins, je vous disais, on réétudie les 2 premières révolutions industrielles. Et moi, j'ai la chaire d'économie industrielle au Conservatoire des arts et métiers. J'ai co-créé un institut qui s'appelle l'Institut de l'économie, qui essaye de comprendre la nouvelle révolution industrielle dans laquelle nous sommes. Donc, quand on regarde les 2 premières révolutions industrielles, il y a une sorte de maquette qui apparaît. Ça ne veut pas dire que cette régularité que je vais évoquer va forcément se reproduire, mais ce que l'on observe, c'est que sur les 2 premières révolutions industrielles, il y a eu 2 moments pour chaque révolution industrielle. Et à peu près, on observe que pendant un demi-siècle, il y a constitution du système de production de cette révolution industrielle, et ensuite un deuxième demi-siècle de généralisation des produits de cette révolution industrielle. On l'observe avec la première. La première, on a la constitution du système de production entre 1780 et 1830, et ensuite développement massif de l'accès aux produits de cette révolution industrielle entre 1830 et 1880. À nouveau, très forte transformation entre 1880 et 1930. Simplement, là, alors qu'aurait pu et aurait dû se déclencher cette phase de partage de ces innovations, on a la grande crise de 29 et la grande guerre de 45, 39-45. Mais le rattrapage se fait derrière et on a les 30 glorieuses. Alors, ce que l'on observe aussi, c'est que dans la première moitié de chacune des 2 premières révolutions industrielles, on a une faible progression de la productivité du travail, et dans la deuxième moitié, très forte progression de la productivité du travail. Alors pourquoi c'est très important? C'est parce qu'à court terme, nous sommes en octobre 2020, nous sommes en plein crise de Covid. On a des perspectives de croissance pour l'année 2020 catastrophiques. En l'occurrence, c'est une décroissance massive au plan mondial et au plan européen. On a des perspectives de rebond partiel en 2021-2022 avec des grandes incertitudes sur la crise du Covid. Donc, tout le monde est tétanisé. Très bien. Mais si la maquette des 2 premières révolutions industrielles se reproduisait, ce que l'on observe, c'est que nous sommes en train d'aborder les années 2020. Donc, ça fait 4 décennies maintenant que se déploie la 3e révolution industrielle de l'informatique, les années 1980, 90, 2000 et 2010. Et nous abordons la 5e décennie de la première moitié de la 3e révolution industrielle. Si nous devions avoir, c'est une hypothèse, si nous devions avoir une révolution industrielle qui se déployait à nouveau selon la maquette des 2 premières. Et si cette maquette se vérifiait, alors que nous sommes dans un moment de plus ou moins grand pessimisme assez généralisé en Occident, on est peut-être, sans le savoir, à la veille de 3 ou 4 décennies de assez forte croissance. Il est clair qu'entre stagnation annoncée possiblement d'un côté, ou si on applique la maquette des grandes révolutions industrielles, peut-être une nouvelle période de forte croissance, on voit que l'avenir est totalement différent dans un cas comme dans l'autre. Alors les 4 premières décennies ont été marquées par 3 accélérations de cette révolution industrielle. Ça, c'est un autre point que je voulais marquer. Quand on prend l'exemple de la révolution de l'électricité, les Égyptiens avaient une idée de l'électricité statique, mais l'électricité au sens où on l'entend aujourd'hui, on la conceptualise autour des années 1800. Bon, mais après, il faut être capable de transformer l'électricité en lumière, mais ça ne déclenche pas. Transformer l'électricité en lumière, ça aurait pu être une de ces innovations, comme on en a eu beaucoup dans les 31 siècles que j'évoquais précédemment, qui aurait produit une amélioration de la productivité, puis ensuite on serait revenu dans un plat. Qu'est-ce qui fait que l'invention de la compréhension des phénomènes électriques
conduit à une révolution industrielle, c'est qu'on invente le moteur électrique, on invente les générateurs, les transformateurs, on invente les lignes à haute tension, ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui permet de véhiculer l'électricité. Et puis on invente tous les produits qui marchent à l'électricité, y compris les frigos, les télévisions, aujourd'hui les caméras et tous les systèmes sur lesquels on fonctionne aujourd'hui. Donc, ceci fait apparaître, enfin ça redit d'une autre façon le fait qu'une révolution industrielle, au cours du demi-siècle constitutif de la révolution, on a une série d'innovations technologiques absolument majeures. Alors nous, dans cette nouvelle révolution industrielle, on a déjà connu 3 grandes accélérations de la révolution industrielle qui sont des moments d'accélération technologique absolument majeurs. La première accélération est intervenue au cours des années 90 lorsqu'on a mis en réseau des centaines de millions de micro-ordinateurs grâce à Internet. La deuxième accélération est intervenue à partir de 2007 lorsque Steve Jobs a demandé à ses ingénieurs de mettre un ordinateur dans un téléphone et ça donne la petite bête dont vous ne pouvez pas vous séparer, c'est-à-dire le téléphone, le smartphone. Ensuite, le smartphone permet le développement des plateformes numériques. La troisième accélération a commencé depuis 2015 avec la montée en puissance simultanée de l'intelligence artificielle et de la 5G qui vont se déployer massivement d'ici 2025. La 5G, c'est pas la 4G en mieux. La 5G, c'est un facteur 1000 par rapport à la 4G. La 5G, c'est 10 fois plus de puissance, 10 fois plus de vitesse, 10 fois moins cher. Et la 5G, on évoque surtout le téléphone 5G ici, mais en fait, la 5G, notamment si vous êtes en Allemagne, si vous êtes au Japon ou en Corée, c'est un acteur majeur de l'accélération de la transformation industrielle, puisqu'on attend que la 5G permette des progrès de productivité de l'ordre de 30 ou 40% dans la production industrielle et puis beaucoup d'autres applications. Une quatrième accélération est imminente, elle démarre sous nos yeux. Elle conduit à la création d'un double virtuel de l'homme qui permet de simuler les opérations physiques qu'on fait sur notre corps ou de comprendre le fonctionnement du corps dans le double virtuel, mais on développe aussi des doubles de tous les systèmes existants, les doubles du fonctionnement d'une ville, les doubles du fonctionnement d'une usine, ainsi de suite. Et c'est dans ces doubles virtuels qu'on opère les transformations qui sont souhaitées. On observe également au cours de ce qui se prépare le développement massif de l'optronique, qui est une combinaison d'optique et d'électronique, et puis révolution à l'intérieur de la révolution, il y a une accélération dans le travail qui est fait actuellement sur l'informatique quantique. Vous savez que nous sommes, tout ce que je décrivais jusqu'ici, c'est dans le cadre de la révolution informatique électrique. Mais ce qui se prépare, c'est une informatique quantique basée sur la mécanique quantique. Et là aussi, c'est un facteur 1000 par rapport à l'informatique électrique. Donc, on est à la veille de mutations extraordinaires. Or, c'est là où je reviens à mon objectif, qui est de parler de l'Europe dans le conflit entre la Chine et les États-Unis. La Chine et les États-Unis sont en pointe dans toutes ces accélérations de la révolution industrielle actuelle. Ce sont des facteurs de puissance et d'affirmation de la puissance de la Chine et des États-Unis. Et l'Europe n'investit pas assez dans toutes ces technologies. Donc nous sommes naïfs sur nos grandes politiques commerciales, de concurrence, mais nous sommes naïfs au sens où nous n'investissons pas assez sur les technologies, sur notre souveraineté industrielle. Donc, cette Europe, c'est une Europe qui, au fond, n'est plus un acteur de la transformation mondiale et des jeux géopolitiques mondiaux, mais c'est une Europe qui est, au fond, l'enjeu des conflits entre la Chine et les États-Unis. Et c'est pour cela que j'appelle ardemment et instamment à un réveil de l'Europe. Alors, comment peut-on imaginer de réveiller l'Europe ? D'abord, en faisant le constat que je viens de faire depuis une demi-heure, c'est-à-dire observer que les deux géants mondiaux, Chine et États-Unis, sont lancés dans un conflit pour la domination mondiale et qu'en même temps, ils sont les deux grands acteurs de la mutation de la troisième révolution industrielle, qui est un élément clé dans leur capacité de s'affirmer
dans ce conflit entre la Chine et les États-Unis. Et donc l'Europe, dans ce contexte, elle doit réagir. Alors, comme je l'ai déjà dit en pointillé, ce n'est pas en cassant ce qui existe qu'on va progresser. Donc, il faut garder le marché unique, il faut simplement le consolider. Comme je l'ai déjà évoqué, il faut impérativement que dans le cadre de la politique commerciale de l'Union européenne, on mette en place les éléments qui font que cette politique commerciale soit fondée sur la réciprocité. C'est-à-dire que ce qui est interdit en Europe ne peut pas être permis en Chine ou aux États-Unis. Et surtout, prenons l'exemple de Huawei, qui est cette entreprise qui est devenue un grand acteur de ces technologies. C'est une entreprise qui s'est développée depuis 20 ans grâce à des subventions de l'État chinois à hauteur de 10 milliards de dollars par an. Maintenant, ils en sont à 15 milliards de dollars par an. Or, il faut savoir que les subventions directes données à des entreprises en Europe sont interdites. Donc, à ce moment-là, il faut être cohérent. Soit on dit à Huawei, si vous êtes financé par l'État chinois, vous n'avez pas le droit de vendre vos produits en Europe, soit on égalise les conditions de marché et on permet aux entreprises européennes d'être financées par un État européen à construire. Donc, déjà, il faut donc instruire cette question et il faut avoir une politique commerciale avec réciprocité. Il faut avoir une politique de concurrence qui prenne en compte le bon périmètre, comme je l'ai déjà dit. Mais il faut... donc tout cela, c'est le marché unique qui doit être réformé, mais qu'il faut consolider et renforcer. Mais à l'intérieur de ce marché unique, je propose depuis plusieurs années et dans plusieurs livres, mais notamment dans ce dernier livre qui est paru en 2018, de créer un instrument de puissance qui serait basé sur un traité intergouvernemental. Alors ça a été réfléchi, il y a des réflexions aussi qui sont menées sur la création d'un instrument de puissance dans la Fédération de l'industrie en Allemagne. Il y a d'autres cercles où on réfléchit à la création d'un instrument de puissance au niveau européen. Donc l'idée, c'est de le faire sans que ça gêne le fonctionnement du marché unique. Donc l'idée, c'est de créer un noyau dur de puissance, mais pas dans le cadre du traité de Rome, donc à l'extérieur du traité de Rome par l'intermédiaire d'un traité intergouvernemental. C'est tout à fait possible juridiquement. La deuxième idée clé, c'est que ce noyau dur doit être inclusif et pas exclusif. Donc il doit permettre l'entrée de tous les pays qui sont membres de l'Union. Simplement, ce noyau dur est construit sur la base de conditions nécessaires pour entrer. Alors ça suppose, en termes de construction de ce noyau dur, qu'il y ait à la base un accord franco-allemand sur la nature du noyau dur. À quoi doit servir ce noyau dur? Surtout pas, parce que les Allemands ou les Néerlandais diront toujours non, en dépit de ce qui s'est passé au mois de juillet sur le plan de relance européen, mais les Allemands, les Néerlandais, l'Europe du Nord n'acceptera jamais une Europe de transfert. En revanche, un noyau dur qui aurait un budget qui monterait progressivement à 2 ou 3 points de PIB, pas plus, mais un budget qui servirait uniquement à investir dans les technologies, dans le câblage numérique de l'Europe, dans l'émergence d'une vingtaine d'universités puissantes de rang mondial en Europe, ça, l'Europe du Nord peut vous dire oui. Et ça, c'est absolument nécessaire pour prémunir l'Europe face au conflit entre la Chine et les États-Unis. Donc, s'il y avait un accord franco-allemand pour démarrer un processus de ce type, il faut inclure impérativement le Benelux, parce que, pour faire très simple, quand on pense l'Europe, non pas sous l'angle de la concurrence, mais sous l'angle de la puissance, il faut un périmètre cohérent. Et il faut aussi être capable de maîtriser tous ces flux avec le reste du monde. Or, il se trouve que le premier port de France, c'est pas Le Havre, mais c'est Anvers. Le premier port d'Allemagne, c'est pas Hambourg, mais c'est Rotterdam. Donc, s'il devait y avoir la création d'un noyau dur pour être efficace au plan mondial, il faut que ce noyau dur fasse jouer ensemble la France, l'Allemagne et le Benelux. Et si on imaginait que l'Italie, l'Espagne, le Portugal et
l'Autriche rejoigne, on aurait un noyau dur de 9 pays et ces 9 pays donc seraient en mesure de représenter un acteur extrêmement puissant au plan mondial qui serait capable de mener une politique de puissance, pas une politique de puissance militaire, mais une politique de puissance scientifique, technologique, qui permettrait à l'Europe de continuer de se développer extrêmement rapidement et d'assurer et de garantir la prospérité des populations européennes. Ce noyau dur pourrait développer des technologies militaires. Il permettrait donc de rester dans la course face à la course entre la Chine et les États-Unis, notamment parce que les technologies militaires sont aujourd'hui duales et que si on veut avoir des technologies civiles à la pointe, il faut les développer ensemble. Mais l'objectif, c'est pas de rentrer dans le conflit entre la Chine et les États-Unis, c'est au contraire de constituer un pôle européen puissant, prospère, extrêmement dynamique sur le plan scientifique, technologique, économique, avec une capacité d'innovation absolument majeure, qui permettent notamment de donner à l'Europe sa souveraineté sur le plan scientifique, technique et industriel. Et donc, dans les 5 domaines clés qui sont définis par les Américains et les Chinois comme les domaines clés de la souveraineté, qui sont la défense, l'agroalimentaire, la santé, pharmacie, tout ce qui est le numérique et tout ce qui est des sources d'énergie. Et donc, si l'Europe se doter d'un instrument de politique stratégique, elle pourrait s'adapter et peser dans le conflit entre la Chine et les États-Unis pour continuer d'assurer son existence pour les 20, 30, 40 années qui viennent. Il faut bien comprendre que ce conflit entre la Chine et les États-Unis, il est là pour les 30 ou 40 prochaines années. C'est pas parce qu'on ne regarde pas, c'est pas parce qu'on ne l'explique pas, c'est pas parce qu'on ne l'analyse pas qu'il n'a pas lieu. Et donc, quand on l'analyse, on comprend qu'il faut bouger en Europe. Et j'espère que nous bougerons le plus rapidement possible. Il y a des réflexions, comme je le viens de l'évoquer, qui visent à tracer des pistes pour doter l'Europe des instruments qui lui permettent de résister à la Chine et aux États-Unis. Et j'espère que nous allons bouger extrêmement vite sur ces questions qui sont absolument clés pour l'avenir de l'Europe. Je vous remercie.